C'est vraiment très très disparate et puis bien souvent, à quelques dizaines, quelques trentaines de kilomètres, on peut avoir de très très grosses différences de pluviométrie. Donc l'important c'est de savoir exactement comment quantifier cette ressource. Alors on va faire un petit test grandeur nature, on va cliquer. Hop. Non, mais vas-y. Vous voulez faire un peu de magie, mais ça marche pas. Donc on va faire quelque chose de théorique, hein, une collectivité. En fait, c'est un ensemble de bâtiments. Donc on va dire, voilà, j'utilise un ensemble de bâtiments, que je sois une collectivité, un agriculteur, un industriel, peu importe. J'ai besoin d'une capacité d'eau par jour, par mois, on ne sait pas trop, ça va dépendre des uns et des autres. Et on a un ensemble de toits. Donc qui peut le plus, peut le moins, je récupère là, tout. J'ai des travaux extrêmement importants, je fais du gruyère partout, ça va me durer des années, et est-ce que j'ai besoin de faire ça, ou est-ce que peut-être que ce bâtiment seul et celui-là peuvent suffire pour avoir une ressource suffisante? Donc on va essayer de trouver ça. Alors, tiens, encore un coup. On va regarder déjà le besoin. Donc quels sont les besoins? On va dire qu'il y a un besoin d'arrosage. Par rapport à une surface d'eau, on sait à peu près quelle est la quantité d'eau qu'on va utiliser pour faire son arrosage, suivant les espèces d'herbes, d'arbres, d'arbustes et compagnie. Donc ça, on sait le faire. Après, on va essayer de regarder qu'est-ce qu'il peut y avoir comme autre besoin. Hein. Donc tout ça, ça va être répertorié. Puis on va surtout prendre en compte le fait que le week-end, les gens, ils travaillent peut-être pas. C'est important parce que 2 jours par semaine, c'est un peu plus d'un quart de la consommation, donc c'est absolument pas négligeable. Et puis on va prendre en compte aussi, comme on prend en compte la saisonnalité et la variabilité de l'approvisionnement d'eau quand il pleut, on va prendre en compte aussi le fait qu'en juin, il n'y a pas la même consommation qu'en janvier par exemple. Et donc après, ça va nous donner un ensemble d'éléments. On va bien sûr prendre en compte une surface de toiture totale. Au départ, on va partir là-dessus. Et on va essayer de faire mouliner tout ça. Donc, cette surface de toiture, ça va être bien sûr un ensemble de bâtiments. Et là, on va essayer de répondre à la question, qu'est-ce que je peux faire avec quoi? Alors, bon, ça nous a mis à peu près 2 ans et demi pour essayer de trouver qu'est-ce qui pouvait être représentatif. Ici, on a convenu, alors c'est perfectible bien sûr, mais par rapport à une surface de toiture, donc la totalité de la surface, on va mettre en phase un ensemble de courbes qui va nous dire on a une surface minimum, donc en dessous de cette surface-là, ça ne sert à rien qu'on fasse quoi que ce soit parce qu'on n'aura aucune autonomie. Donc si on n'a pas d'autonomie, ça veut dire qu'on n'aura jamais assez d'eau. Donc en dessous d'une certaine surface, ça ne sert à rien qu'on se lance dans le premier coup de pelle. Le premier coup de pelle sera de trop. Après, on a donc une plage de bâtiments, et sur cette plage, on va pouvoir un peu choisir, en fonction des types de bâtiments, les bâtiments qui sont les plus simples à capter, les bâtiments qui sont les plus difficiles, on va les laisser de côté, parce qu'on s'aperçoit qu'on n'a pas besoin de tout prendre. Et on va choisir entre une autonomie, on va choisir une autonomie, et sur cette autonomie-là, on va trouver un ensemble de citernes, de capacités de citernes, qui sont adaptées à ça. Donc en gros, là on va être à partir de 250 000 litres, on a quelque chose qui est cohérent. Ça c'est le choix qu'on a pris, hein, évidemment, dans l'exercice. Donc on se dit, 250 000 litres pour avoir passé le régime transitoire et être sur quelque chose de stabilisé, on a à peu près 4500 m² de toiture. Ça sera suffisant par rapport à notre besoin. Ça, on peut le coefficienter éventuellement si on dit qu'on est sur des pluviométries où on a des risques importants. On peut dire, si on a peut-être un risque d'avoir une sécheresse avec 30% de moins d'eau, on va se prendre 30% de marge, c'est tout, donc ça va être simple. Bon là déjà, on a répondu à l'essentiel des questions. Résolution technique, on a donc notre ensemble de bâtiments, là, on a tourné la photo par rapport à tout à l'heure. On a un réseau d'eau pluviale qui est déjà en place. Donc ce qu'on va faire, au lieu de faire du gruyère, on a déjà des gens qui ont fait gruyère avant nous, donc on va utiliser ce gruyère déjà en place, et on va capter les eaux pluviales dans un collecteur. Donc ça fait partie des choses qu'on a développées depuis 1 an et demi maintenant. Un collecteur qui est le premier de série est en cours d'installation pour un chantier pilote à la SNCF notamment. Donc ce collecteur qu'on a appelé écluse, parce qu'il remontait l'eau, il va servir, en fait, on va l'installer là où ça va le mieux, et ce collecteur va pouvoir, on va voir sur la photo d'après, il va pouvoir
alimenter une citerne. Et cette citerne, on va la définir pareil en fonction de notre besoin. On peut prendre une citerne enterrée, donc ça va être le cas classique quand on pense récupération d'eau de pluie, on pense à citerne enterrée. Le problème de la citerne enterrée, c'est qu'il y a le prix de la citerne et le prix du trou. Donc si on peut s'éviter un trou, c'est pas plus mal, c'est ce qui va coûter de loin le plus cher et ce qui va être le plus compliqué. Donc autant que possible, on va plutôt valoriser un espace qui est déjà disponible. Donc là, en l'occurrence, dans notre choix, on a fait le choix d'une citerne souple, comme ce que vous avez devant, ce qu'il y a aussi installé devant notre bureau. Ça va être la solution qui va être la plus économique, parce qu'il n'y a pas de trou, parce qu'on est sur un système qui est facilement transportable. Voilà. Et après, ça fonctionne tout seul. Hein. Quand il pleut, l'eau descend dans son réseau d'eau pluviale, là ça ne change rien. Quand on a de l'eau dans notre collecteur écluse, c'est la diapo d'après, on va alimenter en automatique la citerne. Et en fonction du besoin, dès que quelqu'un ouvre le robinet, ça peut être la lance, ça peut être le système d'irrigation, ça peut être ce qu'on va avoir besoin. On va donc alimenter un système de pompage, ça peut être par exemple la pompe que vous avez ici. Voilà. Les gens vont... L'important aussi, c'est qu'il n'y ait pas de changement brutal, on ne va pas changer la façon d'utiliser l'eau. Donc les gens qui vont utiliser ce système-là, déjà ils ont peut-être une certaine réticence parce que c'est nouveau, c'est écolo, c'est je sais pas quoi. Donc non, on reste dans les habitudes. Le gars, il a son robinet, il va continuer à ouvrir son robinet, sauf que ça sera de l'eau de pluie au lieu de l'eau du réseau. Point barre. Il y a strictement, autant que possible, il faut qu'il n'y ait strictement aucune différence. Voilà. Dans les sujets sur lesquels on travaille actuellement, par exemple, bon, ça c'est un village théorique. On travaille avec des services de la DAS en Guyane pour fournir une réserve d'eau à des villages entiers qui aujourd'hui utilisent de l'eau qui est polluée par des exploitations agricoles au-dessus d'eux au Brésil. Donc il y a un gros problème sanitaire, il n'y a que de l'eau de surface, très difficile d'avoir autre chose, et il y a une pluviométrie qui est extrêmement importante. Donc on va utiliser un ensemble de bâtiments, que ce soit de la maison individuelle, du bâtiment collectif, etc., pour alimenter des citernes. On peut même alimenter avec des impluviums, c'est-à-dire des systèmes qui vont permettre d'augmenter la surface encore de ces bâtiments, pour pouvoir collecter cet ensemble d'eau, la collecter dans de bonnes conditions, la filtrer, l'installer dans la citerne, faire en sorte que l'eau stockée garde ses propriétés, ne pourrisse pas, ça c'est aussi important bien sûr, qu'il n'y ait pas de dégradation de la qualité de l'eau, et après un système qui va redistribuer l'eau. Et dans un système comme ça, on va en fait fonctionner à l'envers, c'est-à-dire qu'on ne va pas fournir de l'eau potable à tout le monde, y compris pour les usages non corporels et non alimentaires, mais on va fournir de l'eau claire, de bonne qualité, et chaque utilisation qui nécessitera de l'eau potable aura son propre petit système. Donc c'est pareil, c'est une autre façon de procéder, et qui donne des résultats qui sont très intéressants dans le cas de petites entités comme ça. Donc ça, évidemment, c'est pas sur la France métropolitaine.